C'est bon, merci Josh. Eh ben let's go. Eh ben merci pour ce premier talk. Et attaquons le deuxième qui va être plus JavaScript général. Euh, Tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Vladimir. Tout le monde m'appelle Vlad. Je suis cofondateur dans une startup qui s'appelle Heal.dev. Je sais que vous mourrez d'envie de savoir ce que ça fait. Ça tombe bien, il y a 2 slides juste après pour vous l'expliquer. Je fais aussi partie de la Node.js Security Triage Team, c'est-à-dire que si vous trouvez des vulnérabilités dans Node.js, et ben ça tombe dans mon inbox. Alors s'il vous plaît, ne trouvez pas de vulnérabilité dans Node.js parce que j'aime pas triager. Et avant, j'étais staff chez Datadog, j'ai été quelques années core collaborateur sur Node, l'API Async Local Storage, qui est en train d'être promu comme API du langage JavaScript sous le nom de Async Context. C'est mon bébé, j'y ai passé 2 ans. Et donc vous pouvez me suivre sur Twitter @PaulDefette. Si vous voulez les slides, suivez-moi parce que je les mets 2-3 jours après sur mon Twitter. Et aussi on a le Twitter de Heal.dev. Ça nous ferait très plaisir d'avoir un peu plus de followers parce que c'est encore un tout bébé compte qu'on vient de créer. Donc s'il vous plaît, suivez-le, ça nous rendra un fier service. Et en parlant de Heal.dev, mais quelle transition géniale. En 5 secondes, Heal.dev, globalement, c'est end-to-end testing over AI. Donc, vous écrivez des front-ends, vous avez marre de passer votre vie à maintenir des tests. Quand il y a un test qui est rouge en CI, vous dites, oui, mais en fait, est-ce que c'est parce que mon test est cassé? Est-ce que c'est parce qu'il est flaky? Est-ce que c'est parce que mon app est cassé? Eh ben, on vous règle ces problèmes grâce à la magie de l'intelligence artificielle. Pas de problème avec les locators, vous écrivez tout en plain English, on gère l'infrastructure pour vous, on gère tout, et quand il y a un bug, on le troubleshoot pour vous et vous n'avez même pas besoin de vous poser la question, mais est-ce que mon app est cassée ou pas? Bon alors, trêve d'autopromo, d'autant plus qu'on est 2 de chez Heal.dev dans la salle, du coup, il y en a un autre qui est caché et c'est ça qui va être dur, vous croirez qu'il s'intéresse à vous et en fait c'est un sales pitch, non je rigole, c'est horrible ce que je raconte. Voici l'agenda pour la soirée, on va parler des core concepts JavaScript et Garbage Collection. Et après, on va parler de memory management en JavaScript et les API qui sont liés à ça. J'avais prévu de faire un deep dive sur V8. Et si vous ne savez pas ce que c'est V8, restez attentifs, vous le saurez dans 2 slides ou 3. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça faisait ou un talk de 20 minutes où je parle extrêmement vite, ou un talk de 45 minutes. Dans tous les cas, vous alliez me jeter des choses au visage. Donc j'ai préféré faire un talk zen pour une fois. Si vous m'avez déjà vu à Paris.js, vous savez que c'est pas mon habitude, mais on va essayer de faire un talk zen tous ensemble ce soir. Alors quelques core concepts. Oui, alors j'essaye de pas trop bouger. Normalement, je suis en train de courir partout, mais sinon, je vais me faire engueuler. Ça va, c'est bon, j'ai le droit. Alors, qu'est-ce qu'un moteur JavaScript? Ah oui, là, j'utilise ma nouvelle liberté immédiatement. Qu'est-ce qu'un moteur JavaScript? Eh bien, un moteur JavaScript, c'est un programme qui en input va prendre du JavaScript et qui va l'exécuter. Donc, par exemple, si je prends console.log hello world et que je l'envoie dans ce JavaScript engine qui s'appelle SpiderMonkey, qui est le JavaScript engine d'un navigateur très célèbre et très connu qui s'appelle Firefox, Feu Renard, eh bien, ça va afficher hello world. Si je le mets dans JS Core, ça va afficher Hello World, mais la team Google qui fait un outil qui s'appelle JSVU, qui permet de télécharger les moteurs JavaScript directement sur votre machine, avait pas géré JavaScript Core pour macOS Sequoia, donc je n'ai pas pu vous prouver le faire. J'aurais pu truquer l'image, mais je suis quelqu'un de foncièrement honnête, donc je ne l'ai pas fait. Mais donc ce n'est pas une vanne sur JavaScript Core, c'est une vanne sur JSVU, mais elle est niche, hein, je comprends. JavaScript Core, qui est le moteur JavaScript de quel navigateur très populaire? Alors je suis désolé, j'en vois qui était déjà là à Node.js Paris il y a 15 jours, c'est le même talk. JavaScript Core, qui est le moteur JS de quel navigateur très célèbre et que tous les développeurs front-end adorent? Ouais, mais vous l'adorez pas. Si, ça va quand même. Il y a quelques fans d'iOS quand même dans la salle. Et au dernier, on a V8, qui est un moteur fait par Google pour leur navigateur Chrome. Et pareil, on lui donne console.log hello world et il affiche hello world. Qu'est-ce qui se passe si je donne document.getElementByTagName à un moteur JavaScript? Ouais, en fait, il crash, on vient dire que que document is undefined. Parce qu'en fait, document, c'est défini dans l'aspect du W3C, qui définit comment on communique entre JavaScript et un browser, et comment les browsers ils vont sur Internet, comment ils font le rendu de la page et tout le tintouin. Alors que JavaScript, c'est un langage general purpose qui est organisé par une association qui s'appelle la European Computer Manufacturing Association, ou ECMA,
Et donc, c'est une spec qui s'appelle l'ECMAScript et qui ne gère pas du tout les navigateurs et les interactions avec le DOM. Il gère un langage. Et c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un JS Engine? Alors, des gaufres. Je suis sûr qu'on peut trouver un gaufrier qui fait tourner V8. Mais on peut faire des web browsers. Donc, on en a cité quelques-uns. Hein, Safari, Chromium, Arc, tout ça. Il y a un JS Engine pour exécuter le JavaScript. On peut faire des runtime. Donc, dans les runtime les plus cool, il y a Node.js. Puis après, il y en a plein d'autres. Et Node.js, c'est un runtime qui est basé du coup sur V8. Si vous regardez le source code de Node.js, il est sur GitHub, il est lisible. Et vous regardez, il y a V8, il y a Michael Sazo, Targos, qui à peu près à chaque release de V8 se tape de copier-coller les sources de V8 dans le repo de Node. C'est-à-dire qu'il fait un gros copier-coller de JavaScript, de C++, grand que Mac. C'est pas pour rien que c'est un des plus gros contributeurs en nombre de lignes de code dans V8. Spoiler alert, vous voulez un bon track record, prenez un projet open source qui vendor un autre et soyez responsable du vendoring. Vous aurez un super GitHub record. Mais vous regardez donc le code source de Node, c'est V8, et on a mis une couche réseau, le module TCP, le module UDP. Au-dessus, on a mis un HTTP parser, le module HTTP. On a mis une couche pour accéder au file system, le module FS. Et on a un runtime. Il est capable d'exécuter du code JavaScript, d'être un client HTTP, d'être un serveur HTTP, d'être un client DNS, d'être un serveur DNS, je sais pas, ça je ne le faites pas. Mais donc, vous rajoutez des API autour de votre moteur JavaScript et vous avez un runtime. Vous rajoutez d'autres types d'API, un DOM, un moteur de rendu, du CSS, du JavaScript, du HTML, vous avez un browser. Il y a des databases, si vous regardez, il y a un plugin pour Postgre pour mettre un moteur JavaScript pour pas faire de SQL. Selon cette loi qui dit que tout ce qui peut être fait en JavaScript le sera un jour. Ouais, on sait. Il y en a un il y a forcément quelqu'un à Paris qui a déjà construit un émulateur de machine Windows 95 en JavaScript. Ne vous cachez pas. On sait que quelqu'un l'a fait. Mais donc, par exemple, MongoDB, vous runnez du JavaScript dessus. Et c'est cool. Bon, pas mal. On peut faire des jeux vidéo. C'est un des trucs qui a changé ma vie quand j'ai découvert que RPG Maker, maintenant, c'était du JavaScript. Le moine, il y a 15 ans, aurait adoré et aurait du coup raté son bac à tous les coups s'il connaissait cette information. Et on peut faire du scripting. Ça fait quelques années que notre logiciel préféré, Excel, accepte les macros en JavaScript pour le scripting et vous pouvez faire ce que vous voulez. JavaScript, c'est un langage multipurpose qui n'est pas lié uniquement au web, qui n'est plus lié uniquement au web, qui n'est plus lié à Java depuis la version 0. Et donc, vous pouvez l'embedder dans à peu près tout ce que vous voulez. Si aujourd'hui, vous fabriquez un logiciel et que vous avez besoin d'un langage de scripting avec une petite VM dans laquelle vous autorisez vos utilisateurs à exécuter des choses et à interagir, un système de plugin, un système de mode, prenez un moteur JavaScript. C'est un langage déjà dispo sur l'étagère et qui est connu par plein de gens, vu cette salle remplie. Alors, maintenant, on va parler de garbage collection, ou ramasse-miettes en français, ce qui est quand même beaucoup plus joli que ramassage d'ordures, ce qui devrait être une traduction un peu plus littérale. Alors, je sais qu'on est à Paris.js, mais on va faire un peu de C. Alors, je parle assez fort, ça va, vous m'entendez au bout merci. Oui, mais bon, dans mon talk, c'est pas mon visage le plus intéressant. Donc, on va faire du C. Donc là, on va faire une allocation de string en C. Donc par exemple, si je vais à la ligne C, à la ligne 6, pour définir un string, je dois d'abord demander de la mémoire. Donc je fais un malloc. C'est-à-dire que mon programme, il va aller voir le gestionnaire de mémoire du système d'exploitation et faire « Bonjour, monsieur le gestionnaire de mémoire du système d'exploitation, est-ce que vous donneriez l'espace pour mettre 100 caractères, s'il vous plaît ?» Et le système de mémoire, il répond oui ou il répond non. Il peut vous répondre non. Auquel cas, s'il n'y a pas de mémoire dispo, il vous dit non, tu rentres pas de basket. Pas de basket dans ma boîte de nuit, non. Il peut vous dire non. Bon, alors là, on part du principe qu'il nous a dit. Après, on a le droit de mettre notre string dans notre pointeur, dans notre espace de mémoire. C'est-à-dire qu'on va aller dire, j'ai cet espace de mémoire, je vais l'utiliser, je vais le remplir. Le système d'exploitation, en échange, il nous promet que personne n'a accès à cet espace de mémoire. Il est à nous le temps qu'on l'utilise. Donc, on fait tout ce qu'on a à faire. Et on arrive au moment où il faut éventuellement libérer cet espace de mémoire, parce que je vous rappelle que tant qu'il est à nous, il est à nous. C'est notre espace de mémoire. Il faut faire un free pour libérer l'espace de mémoire
que les mots sont magnifiques. Et si on libère pas l'espace de mémoire, eh ben, il n'est jamais libéré. Et si personne libère ces espaces de mémoire, eh ben, la mémoire se remplit jusqu'à ce que le système d'exploitation passe dans un système de sauvegarde et crache tout. Donc, dans l'idéal, il faut libérer sa mémoire quand on fait du C. Donc là, vous êtes en train de me dire, c'est très sympa, ça me rappelle mes cours quand j'ai appris à programmer il y a 10 ans, mais moi, je fais du JavaScript justement parce que je ne veux pas m'occuper de la mémoire. Non, c'est pas vrai. C'est aussi parce que si vous voulez faire du web, essayez de le faire en C, vous allez rigoler. Et ben, en JavaScript, c'est beaucoup plus rigolo. Hein. On dit, je veux un string, on dit ce qu'on veut dedans, et là, notre string, il va être nettoyé en mémoire quand on n'en aura plus besoin. Définir quand on n'en aura plus besoin. Ça tombe bien, c'est le sujet du talk. Mais là, dans le cas présent, la variable, sa portée, c'est la fonction allocateString, c'est-à-dire que on ne peut pas accéder à ce string en dehors de cette fonction, et c'est bien, on n'a pas besoin de se poser. Donc, globalement, en C, c'est manuel, et en JavaScript, c'est magique. Jusque-là, on est allé très très loin dans l'enfonçage de portes ouvertes. Mais, alors, on a vu qu'en C, c'est explicite pour libérer de la mémoire, mais est-ce que en JavaScript, on pourrait quand même regarder ce qui se passe dans la mémoire sans avoir besoin de comprendre ce que c'est que ces histoires de memory allocation, malloc, free, tout le tintouin? Eh ben, ça tombe bien, c'est la deuxième moitié du talk où on va parler des 4 API en JavaScript qui vous permettent de faire des choses liées avec la mémoire. Ouais, je l'ai déjà utilisé celui-là. Alors, d'abord, on va parler de garbage collection en JavaScript de manière sérieuse. Quand est-ce qu'une variable est garbage collectée et qu'est-ce que ça veut dire garbage collecté? Parce que je réalise que je ne l'ai pas dit. Garbage collecté, ça veut dire qu'il y a un programme dans le moteur JavaScript qui va libérer la mémoire tout seul. Vous n'avez pas besoin de le faire, il va faire des free tout seul, pour vous, comme un grand. Vous allouez de la mémoire, et le moteur JavaScript est responsable de désallouer cette mémoire. Alors, comment ça marche? Là, on va créer une variable qu'on va appeler foo, et on va mettre la valeur A1 dedans. Ce qui veut dire que la valeur A1 est référencée par une variable. Il y a une variable, elle s'appelle foo, et elle a un pointeur. Elle connaît l'adresse mémoire de la variable qui contient cet objet. Donc, on a une référence vers l'objet. Après, on va créer une variable bar dans laquelle on va mettre foo. Comme on est en JavaScript, on ne copie pas la valeur de la variable. Hein. On crée un nouveau pointeur qui pointe vers le même objet. L'objet qu'il y a dans bar et l'objet qu'il y a dans le foo, c'est le même objet. Si j'écris bar.x et après je regarde ce qu'il y a dans foo.x, ça va être la même valeur. Donc, on a deux références vers cet objet A1. On est nul dans foo. Donc foo n'est plus une variable qui pointe vers notre objet. Donc on n'a plus qu'une seule référence vers notre objet. On est nul dans bar, on n'a plus aucune référence vers cet objet, ce qui veut dire que votre code JavaScript n'a plus aucun moyen de manipuler cet objet, puisqu'il n'y a plus de moyen pour le code d'accéder à l'objet A1. Et cela signifie donc que, de manière tout à fait safe, le garbage collector peut supprimer la valeur A1, puisqu'il n'y a plus de code qui pointe dessus. Je la refais très rapidement. Ça va? Globalement, tant qu'il n'y a pas de variable qui pointe sur un truc, on peut le garbage collecter. S'il y a des variables qui pointent sur un truc, on peut pas le garbage collecter. Aussi simple que ça. Et donc, en fait, l'autre façon de le dire, c'est que tant qu'un objet est accessible dans le code, il ne peut pas être garbage collecté. Si vous gardez des pointeurs vers un objet et que vous les supprimez pas, qu'est-ce qui se passe? Fuite de mémoire, memory leak, et votre process explose, ou votre page web hang forever, et vous êtes appelé immédiatement en vous disant non mais attends, le site il est totalement frisé, donc il vaut mieux éviter les memory leaks. Alors, je souligne objet parce que on va pas s'occuper des strings. Les strings, c'est un cas ultra spécial en JavaScript, d'autant plus que ça dépend de l'implémentation des moteurs. Donc j'ai prévu un nouveau talk sur les strings en JavaScript, niveau mémoire, mais clairement, si je le fais, j'aurai une tête comme Mac, vous aurez une tête comme Mac, on ne passera plus par la porte. Mais par contre, on peut quand même référencer un objet sans le référencer. Ouais, ça devient un peu sioux.
Alors, on va utiliser du code. Est-ce que tout le monde connaît la classe set en JavaScript? C'est vrai. On va rappeler rapidement ce que c'est un set quand même. Un set, c'est une structure de données qui vous permet de mettre des objets dans votre set, et vous pouvez savoir si un objet est dans le set ou pas. Vous pouvez l'enlever du set. Vous pouvez savoir combien il y a d'objets dans votre set. Et ben, on a une autre classe qui s'appelle le weak set. Et le weak set, c'est comme un set. Vous pouvez mettre un objet dedans, vous pouvez savoir si un objet est dedans, vous pouvez enlever un objet d'un weak set, vous pouvez pas savoir combien il y a d'objets dans le weak set. Mais vous avez quelque chose en échange. Alors on va prendre une classe qui s'appelle myClass, c'est le nom de mon premier labrador quand j'étais petit. Et en fait, on s'en fout un peu de ce qu'elle fait. On va créer un weak set à la ligne 8, et à la ligne 9, on crée un objet qu'on met dans une variable qui s'appelle item, et on fait new myClass. On prend le item et on le met dans notre weak set. Alors on fait console.log store.asItem, et là ça va log true. Notre objet fait bien partie du set. Jusque-là, on est content. Alors oui, j'avais dit que j'allais pas faire un talk sur V8, mais il y a des choses que je suis obligé, pour vous montrer, je suis obligé d'utiliser des internals de V8. Donc on va passer à la ligne 12. Pour l'instant, vous posez pas de questions sur cette méthode. Elle permet juste d'afficher la taille d'un weak set. Oui, je sais, j'ai dit qu'on pouvait pas afficher la taille d'un weak set, mais j'expliquerai après. Pas la peine de me regarder avec des yeux de merlan frit. Donc on va afficher la taille de notre weak set, le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Et là, on a 1. Ça tombe bien, on a mis un élément dedans. Après, on supprime notre référence vers l'objet item. Donc on met nul dans item. Si on se souvient bien du slide, il y a 2 slides sur lesquels j'ai super insisté, il n'y a plus de référence vers notre objet, donc il peut être garbage collecté. Ça tombe bien, on demande le garbage collection. Oui, je sais, c'est encore un truc défini dans V8. J'y viens. Et après, on fait console.log get weak collection size, et on a 0. Donc, ce qu'on a vu, c'est un objet qui est créé, et on a la preuve que l'objet a été garbage collecté, alors qu'on avait une structure de données qui pointait dessus. Et en fait, c'est ça la magie des weak sets. Ça vous permet de mettre un objet dans un set, mais sans créer de référence dessus. C'est-à-dire que l'objet peut quand même être garbage collecté s'il est dans votre weak set. Et c'est pas mal, en fait, par exemple, pour faire est-ce que j'ai déjà vu cet objet, mais vous voulez pas garder une référence dessus, vous voulez juste pas refaire 2 fois le même traitement sur un objet qui risque de passer dans un pipe, vous voulez vous assurer que vous ne retouchez jamais au même objet, mais vous voulez pas non plus empêcher qu'il soit garbage collecté parce que vous savez que vous avez beaucoup de ce type d'objets qui vont passer et que vous êtes à risque de memory leak. Alors, j'ai promis que j'allais vous parler rapidement de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une native syntax dans V8. Alors en fait, V8, c'est quasiment un système d'exploitation à ce niveau-là, parce qu'il permet de faire tourner 2 langages, JavaScript et WebAssembly. Il gère la mémoire, il gère énormément de choses. Et donc, il y a des interfaces de debug de V8 qui sont pensées pour débugger V8. Si vous cherchez ça dans le source code de V8, vous allez surtout le trouver dans les tests. Et on peut les exposer quand on utilise Node. Vous pouvez aussi les exposer quand vous utilisez Chromium. Faut passer un flag au démarrage. Le flag, c'est -- allo native syntax. Et en fait, ça vous permet d'accéder à la liste de ces choses qui commencent par 1%, qui sont documentées dans le code source de V8, dont la documentation est le nom de la fonction. Du coup, quand on a trouvé create Swiss map, on s'est longtemps demandé à quoi ça servait. Il y avait une théorie du complot comme quoi c'était une map dans laquelle pouvait y avoir des trous, comme du Swiss cheese. Et non, c'est parce que c'était une map très versatile qui permet de faire beaucoup de choses différentes, comme un Swiss knife. Les hommes de l'humour, c'est des bavarois dans l'ensemble, la team V8. On a global.gc. Alors ça, c'est un flag propre à Node qui s'appelle -- expose GCC, qui vous permet d'exposer le garbage controller, le garbage collector. Il existe aussi en native syntax, je sais plus son nom, mais c'est pour son collègue garbage ou un truc dans le genre. Pareil, c'est un internal de V8. Et voilà, nos internals de V8. Ça va, le weak set, on est bon, parce que maintenant, on va juste augmenter la complexité de manière drastique avec la weak map. Alors, qu'est-ce que c'est que la weak map? Bon, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une map. Une map, c'est un système de key value. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en clé. Vous pouvez mettre des objets, des symboles, des strings, des nombres, toutes les valeurs, je crois. Il doit y avoir une ou deux, je pense que même une fonction. Je me demande s'il y a des valeurs qui sont interdites comme clé de map. Bon, une weak map, c'est tout pareil, sauf qu'en fait, vous n'avez pas le droit de mettre ce que vous voulez en clé.
vous pouvez mettre que des objets. Vous pouvez pas mettre de string en clé d'une weak map. Et en fait, une weak map, ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'avoir un objet en clé qui peut être garbage collecté et qui va donc vous permettre d'attacher des métadatas à un objet. Alors pouf pouf, je reprends. Vous avez un objet, vous voulez des propriétés privées sur cet objet, vous voulez que personne n'y ait accès, mais vous voulez pas empêcher la garbage collection de l'objet. Donc plutôt que d'attacher la propriété sur l'objet directement, plutôt que de prendre un pointeur sur l'objet et d'utiliser une map, vous utilisez une weak map, vous mettez l'objet comme clé, vous mettez vos propriétés privées comme valeur, et si l'objet est garbage collecté, il sera enlevé automatiquement de votre map. Si l'objet n'est pas garbage collecté, il sera toujours dans votre map. Et vous pouvez, tant que vous avez accès à l'objet, accéder à ces métapropriétés. Bon, allez, on va refaire un petit peu de code. Private properties, new weak map. On crée notre objet. On fait private properties.set item et le private properties. On console log si on l'a dedans. Ça nous affiche bien. On supprime notre référence. On garbage collect. On affiche la taille de notre weak map. 0. Parce que comme les weak sets, les weak maps, vous pouvez pas avoir accès à la liste des objets qui sont dedans, ni à la taille de la weak map, parce qu'en fait, c'est des références faibles. Donc, encore une fois, c'est assez logique, assez aligné avec les weak sets. Ah, j'ai compris pourquoi il fait froid. C'est grave si je ferme un tout petit peu la fenêtre, non? Merci. Est-ce que j'ai un grand courant d'air à cet endroit-là? On s'en fout, mais... ouais, exactement, on s'en fout. Je me trash moi-même dans mes talks, c'est assez spécial, là. Alors maintenant, on va parler des weak references. Ouais, c'est pas très fort comme talk. Alors les weak references, qu'est-ce que ça fait? Depuis le début du talk, je vous parle de référence vers un objet. Je vous ai parlé de weak map, de weak set. Est-ce qu'on pourrait accéder à un objet, garder un pointeur vers un objet, sans que ça empêche la garbage collection de l'objet? Ouais, on peut le faire avec une weak reference. Donc, on reprend de map, myClass, on fait new weak ref, myClass, on fait console.log ref.dref, ref c'est notre weak référence. Oui, c'est le dref là. Et là, ça nous affiche notre classe. Parce qu'on déréférence notre weak référence pour avoir une référence. Ouais, je sais. Ah oui, là j'attends 10 secondes et j'ai marqué 100 millisecondes aussi. Bon, on garbage collect, on attend, on garbage collect. Ça, c'est intimement lié à la façon dont V8 gère les espaces de mémoire entre l'espace de mémoire dit nouveau et l'espace de mémoire dit vieux. New memory space, old max space. On verra ça dans un prochain talk, s'il me laisse reparler à ParisJS, si il ne va être pas sur la deny list. Et donc après, on fait notre console.log de ref.dref, et là, on n'a plus d'objet. Donc ça, c'est balèze quand même. On avait un objet, on est capable d'accéder à l'objet tant qu'il n'est pas garbage collecté, et une fois qu'il est garbage collecté, on ne peut plus accéder à l'objet. Mais on peut toujours être optimiste. Tant que l'objet est là, on peut y accéder. Et ça, c'est pratique si vous faites des stats sur des objets qui sont pas à vous, par exemple. Quand je faisais de l'instrumentation chez Screen et Datadog, on voulait faire des stats sur des objets qui risquaient d'être garbage collectés, nommément les requêtes HTTP, les objets qui représentent les requêtes HTTP entrantes. Et si on les gardait, ça faisait des memory leaks et ça crachait les apps de nos clients. Enfin, c'est toujours leur problème maintenant. Ça cracherait les apps de leurs clients. Et donc, la weak référence, c'est pas mal, parce que ça permet d'être optimiste. C'est un moyen optimiste d'accéder à un objet. Allez, comme je vois que le temps passe et que vos mines sont de moins en moins réjouies à l'idée de découvrir une dernière API, on va découvrir une dernière API et c'est pas mal. Alors là, on est dans l'exotisme le plus total, parce que je vous dis qu'on peut avoir un callback pour savoir quand un objet est garbage collecté. À quoi ça ressemble? Alors pour une fois, ils n'ont pas mis weak dans le nom. Je pense que la personne qui au TC39 est responsable du nom des weak objects devait être malade sur ce congrès du TC39 là. Ça s'appelle un finalization registry. Alors on va le prendre ligne par ligne, histoire que ça reste un peu digeste. On crée ce qu'on appelle un finalization registry et on lui passe un callback avec un truc qui s'appelle value, qui est ce qu'on appelle la held value, la valeur tenue. Promis, ça fera du sens dans quelques lignes ou pas. Et après, on va juste console log la held value. On crée notre objet et on fait registry.register, on met notre objet et après on met une deuxième valeur que mon IDE a bien nommée la held value. Et cette valeur, on va l'associer
avec le premier objet. Et quand l'objet qu'on a passé en premier paramètre de register sera garbage collecté, eh ben, la held value va nous être envoyée dans le callback du finalization registry. En gros, vous créez un label, vous mettez une valeur compagnon que vous associez à votre variable, et quand votre variable est garbage collectée, on vous dit, elle a été garbage collectée, voici le compagnon qui va bien. Donc là, on continue nos trucs, hein, on fait une weakref histoire de montrer, pour que les slides soient un peu digestes, on garbage collect, mais on a vu qu'on a eu un log qui fait gc item. Parce que cette value a été passée à ce callback et a été loguée à cet endroit-là. Exactement. Ouais. Et c'est là où ça devient un peu complexe. C'est que, comme tu n'as aucune garantie sur quand est-ce que le garbage collector va tourner, parce que c'est propre à l'implémentation, par exemple, une des raisons pour lesquelles je vais pas en deep dans le garbage collector de V8, c'est que il a 4 modes d'exécution différents. Et peut-être qu'il tournera jamais. Peut-être qu'il va jamais trouver une bonne raison de garbage collecter votre fonction, votre objet, en disant bah ouais, mais en fait cet objet il prend pas de place. Si je le garbage collect, ça va prendre du cycle de CPU. Donc je vais le laisser traîner, il fera son truc et il mourra avec le process. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention parce que ce callback peut ne jamais être appelé. Mais c'est quand même très utile si vous devez clean up de la mémoire. Parce que JavaScript, ça devient un langage multipurpose. Donc par exemple, on utilisait une API similaire en C++, vous pourrez la trouver dans la codebase de l'agent Node.js de Datadog, c'est que quand on a une requête HTTP rentrante, on crée un objet C++ compagnon à cette requête HTTP. Et en fait, le finalization registry il nous permet de savoir que la requête HTTP est garbage collectée, donc le code ne peut plus y toucher, et donc on peut faire notre free. Parce qu'en C++, il faut faire des malloc et des free, enfin, dans ce cas présent-là. Donc ça nous permettait de libérer de la mémoire. Et donc plus JavaScript se dirige vers un langage système avec des API système compliqués, plus vous allez vouloir libérer de la mémoire à la fin d'un process. Vous pouvez avoir un long traitement sur le réseau. Peut-être que vous voulez libérer de la mémoire quand une connexion est terminée, supprimer un buffer, exécuter un callback de nettoyage quand un objet est garbage collecté. Donc ça, c'est assez balèze, mais c'est un peu la plus dangereuse de toutes ces API parce que vous avez vraiment zéro garantie dessus. Donc ces deux dernières API, faut vraiment les utiliser de manière optimiste en disant si je l'ai, c'est bien. Si je l'ai pas, j'ai réfléchi à m'assurer de pas cracher. Parce que globalement, ces 4 API que je vous ai montrées, elles sont là pour éviter les memory leaks ou elles sont là quand vous faites de l'instrumentation. Donc, si vous en avez besoin, c'est que vous êtes dans des systèmes memory intensive dans lesquels vous créez énormément d'objets. Alors, je sais pas pourquoi tu les utilises, toi. Pour regarder de l'égalité de référence entre les objets. D'accord. Quand je crée un nouvel objet, je vérifie s'il existe, on enregistre un objet non garbage collecté. Ouais. Et là, ça a la même valeur. Comme ça, je renvoie la même référence. Ah ouais. Et alors, du coup, par contre, si jamais il y a trop de mémoire qui est prise ou que l'objet est plus utilisé, il peut être garbage collecté. Super cool. Bah, c'est ce qu'on appelle de l'interning, je pense. C'est comme ça que marchent les strings dans V8. Quand vous demandez un string, il va dire est-ce que j'ai déjà un string qui a la même valeur, auquel cas il va le faire pointer vers le même espace de mémoire. Et s'il n'en a pas, il va allouer un nouvel espace. Et après, si vous concaténez les strings, ça part dans un truc totalement différent. Mais c'est exactement comme ça que les moteurs JavaScript implémentent les strings, justement, pour pas avoir à réallouer le même string en mémoire en continu. Félicitations, Monsieur Jourdain, qui faisait de l'internaling alors et qu'il ne savait point. Vous avez vu, j'arrive même à citer Molière dans mes talks maintenant. C'est que le tip of the iceberg. Merci Mathias de m'avoir permis de faire un segue sur un truc un peu plus deep. Et ben, il y a un talk en écriture qui va permettre d'aller un peu plus deep, mais voilà. Si vous vous retrouvez avec des memory leaks, peut-être vous avez fait des bêtises avec votre mémoire, mais peut-être qu'en fait, vous n'avez pas le choix et vous devez utiliser un de ces objets. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout, venez essayer Heal.dev, c'est trop cool, on a une waiting list. On est là pour vous simplifier la vie. On cherche des bêta-testeurs, parlez-en autour de vous. On fait un super produit, enfin on espère, pour vous simplifier la vie. Donc, yes. Et maintenant, je pense que vous voulez tous savoir comment marche Manga Collect. À moins qu'il y ait une ou deux questions, parce que je sais pas quand on est sur le timing. Ouais, dis-moi.